D'accord. Bonjour et rebonjour à tous ceux qui étaient à la conférence précédente. Cette conférence porte sur l'inaptitude et ses conséquences sur le contrat de travail. Pour ceux qui ont suivi la conférence précédente, il y a des liens évidents puisque on a fait mention de cette notion d'inaptitude tout à l'heure. L'inaptitude, qu'est-ce que c'est? L'inaptitude, c'est une reconnaissance par le médecin du travail de l'impossibilité pour le salarié d'occuper le poste qu'il occupait auparavant. Donc, euh, comment, comment ça se passe? Donc, Quelles que soient quelles que soient les raisons, on a parlé tout à l'heure d'incapacité et d'invalidité. Tout ce qui est accident du travail, maladie professionnelle, maladie non professionnelle et accident non professionnel. Donc, quelles que soient les raisons qui causent un problème de santé aux salariés ayant entraîné notamment son arrêt de travail pour maladie, lorsque le salarié effectue sa visite de reprise pour pouvoir réintégrer son poste, il est visité par le médecin du travail qui établit un avis sur son aptitude à reprendre le poste. Donc, comme on a vu antérieurement, le salarié peut être déclaré apte. Donc, à ce moment-là, il reprend son poste normalement, puisqu'il est apte à reprendre son poste. Le salarié peut être déclaré apte, mais avec des réserves. Donc, c'est-à-dire que le médecin émet des préconisations que l'employeur doit respecter. Ça peut être un aménagement du poste. Donc, ça peut être un aménagement du temps de travail, ça peut être un aménagement du lieu de travail ou euh, ça peut être des choses comme ça. Mais ça peut aussi être dans, dans les cas notamment de harcèlement moral, ça peut aussi être euh, ben, le même poste, mais pas avec les mêmes personnes ou enfin, dans un autre lieu. Donc, euh, Donc ça, ce sont les préconisations qui peuvent être émises par le médecin du travail lorsque le médecin déclare que le salarié est apte, mais avec des préconisations. Le médecin du travail peut également dire carrément que le salarié est inapte. Donc à ce moment-là, il y a deux possibilités. Donc euh, soit inapte au poste qu'il occupait, mais pas inapte à tous les postes. Donc à ce moment-là, l'employeur a une obligation de reclassement au sein de l'entreprise, donc à chercher un autre poste où le salarié doit être transféré, ou alors le salarié inapte à tous les postes. Et dans ce cas-là, l'employeur a l'obligation de licencier le salarié. Donc, au moment où euh, le, le salarié est déclaré inapte, euh, il, il y a en général le salarié en arrêt maladie. Mais dans le cas où il ne le serait pas, le salarié doit donc faire cette déclaration d'inaptitude auprès de la sécurité sociale. Il y a une indemnité temporaire d'inaptitude qui existe et 30 jours après son avis d'inaptitude, le salarié perçoit donc cette indemnité de la part de la sécurité sociale. On estime que l'employeur a ces 30 jours-là pour licencier le salarié inapte. Il y a la prise en charge de cette indemnité du salarié par la collectivité. Au-delà, si l'employeur prend plus de 30 jours pour licencier le salarié inapte, à ce moment-là, c'est l'employeur qui prend le relais et qui doit verser au salarié son salaire normal jusqu'à ce qu'il procède au licenciement du salarié. Il s'agit d'un licenciement pour inaptitude, mais il doit respecter
doit respecter la procédure de licenciement. Donc, c'est-à-dire organiser un entretien préalable, entendre le salarié sur les raisons qui font qu'il doit être licencié, que le salarié vienne, que le salarié ne vienne pas. Donc, s'il ne vient pas, l'entretien ne se tient pas, mais le salarié doit quand même être convoqué à cet entretien. Et ensuite, envoyer le courrier de licenciement au salarié en mentionnant bien que c'est suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail qu'on procède à son licenciement. Donc, voici les conséquences en fait que peuvent avoir l'inaptitude sur le contrat de travail, c'est-à-dire ça passe soit par la modification du contrat de travail, donc c'est-à-dire les horaires, c'est-à-dire le poste. Bon, là, c'est pas tellement le contrat de travail, c'est juste l'aménagement du poste. Ça peut être un changement de poste si le salarié est déclaré inapte à ce poste-là, mais pas inapte à tous les postes. Donc, un changement de poste dans un poste qui est plus approprié à la situation de santé du salarié, ou alors carrément le licenciement du salarié dans la mesure où il est inapte à tous les postes dans la société. Donc ça, c'est pas du fait du salarié, c'est dû à sa santé, au fait qu'il ne soit plus capable d'occuper son ancien poste et tous les postes qui existent au sein de la société. Donc à ce moment-là, on procède au licenciement pour inaptitude. Donc, je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions ou des choses que vous voulez voir en particulier. Non, pas encore. Parce que ce que je peux dire aussi, c'est que le licenciement pour inaptitude ne doit pas être confondu avec le licenciement pour insuffisance professionnelle. C'est-à-dire que le licenciement pour inaptitude, c'est vraiment celui qui concerne la santé du salarié et le fait qu'il ne puisse plus occuper le poste qu'il occupait auparavant. Ça distingué du licenciement pour insuffisance professionnelle qui là relève de, de l'incompétence professionnelle ou le fait soit pour ne pas pouvoir atteindre les objectifs qui ont été donnés aux salariés ou qui ne correspondent pas aux attentes du poste occupé par le salarié. Donc là, il s'agit vraiment de deux types de licenciements différents et qu'il ne faut pas confondre. Donc, voilà. Toujours pas de questions de votre part. OK. Donc, ce qu'il faut aussi, ce à quoi il faut faire attention en cas de licenciement pour inaptitude. Moi, ce que j'ai eu, une question. Personnellement, je n'ai pas de questions, mais je sais que cet échange aurait grandement intéressé un de mes collègues. Ah, c'est dommage qu'il ne puisse pas participer à ce webinaire, mais peut-être qu'il pourra regarder le replay, je ne sais pas. Donc, Oui, la conférence est enregistrée, donc il pourra revisionner. D'accord. Donc, je disais que oui, donc par contre, il est possible, ce que j'ai déjà vu et j'ai plusieurs dossiers qui relèvent de ça, c'est-à-dire que l'inaptitude du salarié,
n'est pas censé être causé par l'employeur. C'est-à-dire qu'effectivement, le salarié qui a un problème de santé bénéficie du régime de l'inaptitude, mais le problème du salarié, le problème de santé du salarié ne doit pas provenir de l'employeur, ou en tout cas provenir de manquement de l'employeur. Donc, et on estime que c'est le cas notamment lorsque le salarié est victime de harcèlement moral, par exemple. Donc, on sait que que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat quant à la santé de ses salariés et l'employeur a une obligation aussi de prévention contre le harcèlement moral. Donc, un salarié victime de harcèlement moral, que ce soit de la part de la direction d'une entreprise ou d'un autre salarié, peu importe, un salarié qui est victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, euh, et qui se retrouve à ne plus pouvoir occuper son poste et qui donc est déclaré inapte à son poste, à ce moment-là, il est possible pour le salarié de demander la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul. Parce que euh, le harcèlement moral que le salarié a subi et qui a conduit à son inaptitude, ce licenciement-là, il est considéré comme étant nul parce que c'est du fait du manquement de l'employeur. Quant à son obligation de sécurité de résultat et de prévention contre le harcèlement moral qui ont conduit à l'inaptitude du salarié. Donc, le salarié peut contester le licenciement pour inaptitude et demander sa requalification en licenciement nul et ainsi obtenir les indemnités prévues par le Code du travail pour licenciement nul. Donc, le licenciement nul, sachant que le licenciement nul ne relève pas du barème Macron, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas limité par une grille d'indemnisation. Donc, c'est-à-dire que l'indemnisation pour licenciement nul n'a pas de plafond. Donc, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la gravité des faits de l'impact sur sa santé, en fonction de son âge, en fonction de l'emploi qu'il occupait, des crédits qu'il avait contractés, du nombre de ses enfants, de ses différents engagements. Enfin, tous ces éléments peuvent être pris en compte pour pouvoir demander des indemnités suite à cette requalification de son licenciement. Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est-à-dire que par exemple, si l'inaptitude est due soit à un harcèlement moral ou à une discrimination, que ça soit une discrimination qui a conduit à l'inaptitude, hein, toujours, une discrimination en raison de l'état de grossesse, en raison du sexe, en raison de l'état de santé, ou quelle que soit la discrimination, en raison de participation à un syndicat, quelle que soit la discrimination que le salarié subit, si cette discrimination a entraîné l'inaptitude du salarié, il peut également demander la requalification de son licenciement inaptitude en licenciement nul. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que, au-delà du licenciement nul, le licenciement pour inaptitude peut être également requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'il n'y a pas eu de discrimination, de harcèlement moral, il peut être requalifié en licenciement nul euh, du fait de l'obligation de sécurité et de résultat de l'employeur. Donc, c'est-à-dire que si par manquement de l'employeur, le salarié se retrouve inapte à occuper son poste, il peut demander la requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc là encore, il pourra bénéficier de différentes indemnités, mais contrairement au licenciement nul, il est soumis au barème dit Macron, donc c'est-à-dire au fait que le montant des indemnités soit limité et prévu par une grille qui est fixée en fonction de l'ancienneté, qui n'a qu'un seul critère en réalité, c'est l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise.
Donc, il pourra bénéficier de ces indemnités-là. Donc, voilà ce que je voulais vous dire concernant les possibilités de pouvoir contester le licenciement pour inaptitude. On pourrait penser que c'est un licenciement qui ne peut pas être contesté puisqu'en fait, c'est la maladie du salarié et que donc il est inapte à occuper ce poste. Donc, il n'y a pas d'autre choix que l'inaptitude. Mais ce licenciement peut être contesté, comme je vous l'ai dit, si l'inaptitude provient de manquement de l'employeur, donc soit pour licenciement nul, soit pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de l'employeur, du manquement de l'employeur. Donc, toujours pas de questions à ce stade. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre concernant l'inaptitude? Toujours sur les manquements de l'employeur, hein, parce que très souvent, parce que là, bon, c'est un peu une digression aussi par rapport à l'accident du travail, c'est-à-dire qu'on a tendance souvent à penser que voilà, il faut que le salarié soit blessé pour qu'il y ait accident du travail, blessé physiquement en tout cas, et, euh, et qui entraîne la maladie, etc. Mais de plus en plus, et il y a déjà une reconnaissance qui date de la jurisprudence déjà des accidents du travail qui ont lieu du fait d'une altercation, tout simplement, du fait que à un moment donné, le salarié s'est retrouvé sans avoir eu de coup physique, mais il y a eu un événement au sein de l'entreprise, sur le lieu de travail. Il y a eu un événement qui a conduit le salarié à subir un choc émotionnel et ce faisant, ça peut être qualifié d'accident du travail. Et de la même manière, ce type même si ce n'est pas qualifié d'accident du travail, ce type d'événement euh, qui n'est pas obligé d'être répétitif, parce qu'on pense aussi souvent que le harcèlement moral est obligé d'être des événements qui soient répétitifs, c'est le plus souvent le cas, mais ça peut être un seul événement, mais suffisamment grave. C'est-à-dire que pour le harcèlement moral, c'est soit la répétition d'événements euh, pas forcément très graves, mais leur répétition qui a un impact psychologique, mais ça peut aussi être un seul événement, mais suffisamment grave pour avoir un impact important. Donc, de la même manière, cet événement unique, même s'il n'est pas qualifié d'accident du travail, par exemple, mais il pourrait très bien être qualifié de harcèlement moral et donc de manquement, soit d'harcèlement moral ou même de manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la part de l'employeur. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à savoir, que ce soit du fait de l'employeur ou du salarié, ce sont des choses qu'il faut savoir. Donc, parce qu'il revient à l'employeur de protéger ses salariés, donc que ce soit entre la relation entre salarié et employeur ou entre salarié et salarié, l'employeur doit pouvoir contrôler ce qui se passe et assurer pour chacun de ses salariés la possibilité d'exercer sa profession en toute sécurité. Donc, voilà. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Euh, Par contre, moi, je n'ai pas vu, et c'est ce faisant, pendant que je vous parle, que que j'y pense. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'employeur qui cause aux salariés par ses manquements qui conduit à l'inaptitude du salarié.
donc qui cause des problèmes de santé aux salariés par ces manquements. Mais en parlant, ça m'a fait penser aussi, qu'en est-il du salarié qui par son comportement entraîne la dégradation de sa santé. Donc, c'est-à-dire que en ne respectant pas les règles de sécurité ou en se mettant en danger en faisant certaines choses. Donc, est-ce que là, il peut bénéficier de l'inaptitude? Donc là, de toutes les manières, là, je pose la question au fil de l'eau, mais de toutes les manières, là, de mémoire comme ça, je ne vois pas de texte ou de jurisprudence, il faudrait que je cherche, mais de mémoire comme ça, je ne vois pas de texte qui permettrait qu'il y ait la possibilité pour l'employeur de contester l'inaptitude du salarié. Euh, je vois mal comment on pourrait contester l'inaptitude du salarié, même si, euh, même si en fait, l'inaptitude du salarié est la conséquence de, de sa propre attitude, puisque de toutes les manières, le salarié se retrouve privé de son emploi quoi qu'il arrive. Donc, je ne vois pas quel intérêt il y aurait à prévoir quelque chose de différent si le salarié avait causé lui-même la dégradation de son état de santé. Donc, a priori, ça devrait être la même chose, c'est-à-dire que le salarié bénéficiera de l'inaptitude, du régime de l'inaptitude. Alors, je disais également que lorsque le médecin du travail avait indiqué que le salarié n'était pas apte à occuper son ancien poste, mais qu'il l'était pour d'autres postes, l'employeur a l'obligation de rechercher un autre poste à donner au salarié. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'obligation de reclassement. Donc, l'employeur a l'obligation vraiment de faire des recherches pour permettre aux salariés d'occuper un autre poste au sein de son entreprise ou au sein de son groupe. C'est un peu le même système que pour le licenciement économique, c'est-à-dire que l'employeur doit faire des efforts pour voir est-ce qu'il n'a pas un autre poste qu'il pourrait proposer aux salariés, un poste plus compatible avec son état de santé. Donc, si l'employeur ne fait pas cet effort-là de reclassement, là encore, il est possible pour le salarié de contester son licenciement pour inaptitude et obtenir qu'il soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de reclassement par l'employeur. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur la question. Euh, voilà. Toujours pas de question. C'est c'est parce que c'est parce que je suis trop clair ou parce que je ne le suis pas assez qu'il n'y a pas de question. Un appel. Non, c'est pas ça. Ah, merci, Madame Romain. Y a-t-il quelque chose, un aspect que vous voudriez aborder ou un point qui vous intéresserait particulièrement et que vous voudriez que j'en parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresserait? Les autres aussi, hein, n'hésitez pas si vous avez quelque chose.
Si vous avez quelque chose, un point, des questions, des interrogations, des choses sur lesquelles vous souhaiteriez revenir, n'hésitez pas. Moi, je pense que avoir abordé les grandes lignes, mais si vous avez, s'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas été clair, s'il y a des choses, des questions qui vous viennent, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Non, toujours pas. Ok. Euh, Sinon, là, je pense que, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre si vous n'avez pas de questions? Alors, Monsieur Braquemont, je pense que la classe a été suffisamment complète là, et que du coup, ben voilà, hein, il fallait donner des explications un petit peu plus complexes. Ah, je vous entends pas très bien. Ah. Vous m'entendez? Excusez-moi, mais je vous ai pas du tout entendu. Ah. Oui. Je disais juste que votre réponse est très claire, donc il aurait quelque chose un petit peu plus complexe pour qu'il Ok. y ait un décalage. D'accord. Parce que enfin, ça coupe, j'ai pas bien compris, mais enfin, j'ai pas bien entendu, mais je pense avoir compris. Donc, voilà. Ah, une question. Alors, bonjour. Un salarié du public qui serait inapte à exercer dans son administration peut-il être reclassé dans une autre administration? Alors, ça, c'est du droit de la fonction publique que je ne maîtrise pas forcément très bien, mais j'ai tendance à penser que par extrapolation, faudrait vérifier, mais j'ai tendance à penser que oui, que son administration doit pouvoir, enfin, parce qu'une autre administration, je pense pas, ou peut-être, mais en tout cas, au sein même de cette administration-là, essayer de lui trouver un autre poste. Donc, c'est aussi en fonction de, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un poste que la personne peut occuper au sein de cette administration-là? Il y a deux cas. C'est soit la personne physiquement est capable d'exercer un poste et le poste peut être adapté. À ce moment-là, on l'adapte. Soit que la personne ne peut exercer ce poste-là, mais pas à un endroit précis. Donc, notamment lorsqu'il y a des cas de harcèlement moral ou des choses comme ça. La question n'est pas que la personne ne puisse pas exercer le poste, mais elle ne peut pas l'exercer à cet endroit-là pour des raisons, pour les raisons de harcèlement moral qu'elle a subi à ce poste-là, les gens qui y étaient, etc. Donc, s'il existe un poste similaire à un autre endroit, donc de pouvoir la mettre à cet endroit-là. Donc, en raisonnant comme ça, j'imagine que si c'est le cas dans le privé, il n'y a pas de raison pour que dans l'administration, ça ne soit pas également le cas. De manière, ce que je fais, c'est que je vais laisser mon adresse mail. Monsieur Braquemont, concernant effectivement, puisque
Nous espérons que pour les prochaines éditions, il y aura plus d'interventions pour la fonction publique. Nous allons quand même mettre 2 liens, puisque je vois qu'il y a deux questions concernant des salariés du public. Donc, on va mettre un lien qui concerne le FIP et un autre lien qui concerne le Cap Emploi dont on a parlé ce matin et qui sont des interlocuteurs dédiés en fait à la fonction publique sur un certain nombre de questions autour de la santé au travail et du maintien dans l'emploi. OK. Je vais regarder. Voilà, nous avons mis les 2 liens et pour ces 2 personnes, nous allons nous rapprocher puisque c'est vrai que c'est une organisation différente au niveau de la médecine préventive. Nous allons récupérer le contact de ces 2 personnes pour leur faire un relais avec la médecine préventive en fonction publique. D'accord. Voilà. OK. Bon, ben, sinon, moi, je suis à disposition. Bah, je pense que la conférence touche à sa fin. Pour toutes les personnes qui ont assisté à la conférence, M. Brackmore a laissé ses coordonnées. Nous vous avons aussi laissé les liens importants dans le chat. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez, comme je viens de le dire, envoyer des mails. Voilà, merci à vous. Merci, M. Brackmore. OK. Merci à vous tous. Au revoir.